Bonjour, bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. À travers un témoignage différent à chaque épisode, Talents Précieux illustre la mise en œuvre des soft skills, autrement appelées compétences comportementales, dans un contexte professionnel. Qu'il ou elle soit entrepreneur, dirigeant de société, médecin, enseignant, artiste, religieux, etc., nous chercherons à savoir quels sont les soft skills tels que l'audace, l'empathie ou la créativité qui permettent aux individus de réussir dans leur environnement professionnel. Nous demanderons également à nos invités si ces compétences qu'ils décrivent sont innées ou si elles peuvent être développées, et si oui, comment. Enfin, nous partagerons des conseils pour être épanoui et performant dans son travail. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux sur Apple Podcast ou sur les applis de podcast d'Android, sur Spotify, SoundCloud, Audible, Deezer, YouTube et les autres. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com à la rubrique podcast. Je suis Perrine Corvézier, j'ai cofondé avec Amélie Dag la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Dans cet épisode, j'ai la joie d'échanger avec Estelle Molitor, huissier de justice à Paris. Elle parle de son métier, parfois décrié, souvent méconnu, un métier d'urgence et de proximité. Elle explique l'enjeu d'être en profession libérale et d'être chef d'entreprise. Elle aborde les intelligences humaines et juridiques nécessaires, l'empathie, les différentes formes de collaboration. Elle parle des évolutions de son métier, des avantages d'être une femme huissier et de l'apprentissage de la conciliation vie pro, vie perso. Elle est également secrétaire générale de l'UNALP, l'Union nationale des professions libérales. C'est dans leur bureau qu'elle nous a accueillis. Estelle, bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on a pris l'initiative de ce podcast, on a voulu interroger des personnes authentiques qui exercent des métiers très variés, et j'ai tout de suite pensé à toi. Tu es huissier de justice, un métier peu courant et qui n'a pas forcément une bonne image. Peux-tu nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton métier d'huissier ? Bonjour Perrine, merci pour cette invitation. Alors, mon métier d'huissier, ce que je débute souvent quand on me demande, en rappelant que je suis officier public et ministériel. J'ai une délégation de service public de l'État et ma tutelle, c'est le ministère de la Justice. Donc ça cadre quand même tout de suite les choses. Ça donne un aura, entre guillemets, à la profession qui a de l'importance pour moi parce que tu le comprendras dans la suite de notre discussion. En effet, c'est un métier dont l'image est souvent négative parce que la profession est mal connue ou connue par des stéréotypes, par des clichés, etc. La veuve et l'orphelin, l'expulsion, le constat d'adultère, etc. qui sont vraiment des clichés très exagéré souvent. L'huissier, il a plusieurs missions, plusieurs rôles, plusieurs tâches. Déjà un rôle d'information. Un rôle d'information quand il porte à la connaissance des citoyens, des justiciables, des convocations devant les tribunaux, les décisions de justice qui sont rendues. Un rôle de conseil qu'on oublie souvent et qu'on développe de plus en plus dans notre profession. Conseil auprès du client au sens large, le créancier, le débiteur, la personne lambda qui va avoir besoin d'un renseignement juridique. Un rôle d'exécution, c'est là où ça se corse. Ramener à exécution les décisions de justice qui sont rendues dès lors qu'elles ne sont pas exécutées entre guillemets amiablement par la personne qui a une obligation de s'exécuter. Et puis un rôle de constatant dont on parle assez rarement aussi, qui est un rôle un tiers de confiance. Cette délégation de puissance publique, elle lui est donnée pour exécuter les décisions de justice, mais aussi en sa qualité d'officier public et ministériel. L'huissier prête serment et il a un rôle de tiers de confiance vis-à-vis des justiciables, des citoyens.
Voilà le métier dans ces termes assez génériques. Et à l'intérieur de tous ces rôles, on a vraiment des visages différents de l'huissier dans son quotidien. Mais son quotidien, c'est ça, c'est le conseil, l'info, l'exécution, le constat. C'est vraiment les quatre termes qui me viennent à l'esprit. Avec de plus en plus, on développe aujourd'hui des modes alternatifs de règlement des litiges, de la médiation. On commence à rentrer on a débuté la profession il y a plusieurs années, mais à rentrer dans tous ces modes alternatifs de règlement des litiges, parce qu'on se rend compte, comme dans les pays anglo-saxons, qu'on a de moins en moins de contentieux réels et que parfois il vaut mieux un arrangement qu'un mauvais procès. C'est un rôle où tu es toujours en présentiel, tu es toujours face à tes interlocuteurs, ou c'est un rôle que tu peux jouer de temps en temps à distance, au téléphone ou par mail ? Alors avec les médias qui se sont développés, on utilise de plus en plus le téléphone et le mail. C'est vrai que moi, quand j'ai débuté, on avait tout juste les portables et on s'en servait pas plus que ça. On avait beaucoup de rendez-vous en présentiel. Aujourd'hui, c'est vrai que moi je travaille beaucoup par mail, ce qui permet aussi de plus décrocher vraiment, mais on est en flux tendu, et puis beaucoup par téléphone, oui, voire par conf call quand il y a besoin avec les clients. On gagne du temps. Par contre, c'est vrai qu'on est pris 7/7, 24/24 parce que la machine s'arrête plus. D'accord, donc ça c'est un rôle dans lequel tu es effectivement toujours potentiellement appelé pour un constat, pour un litige, pour quelque chose. Ou appelé ou contacté par un mail. En plus, on développe quand même beaucoup maintenant tout ce qui est justice transfrontière. Donc on travaille parfois, on travaille avec l'île Maurice, l'île de la Réunion, etc. Tu as du décalage horaire. Donc c'est vrai que tu reçois les mails. Alors la nuit, je ne les regarde pas, mais c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à pas débrancher, et en plus à sortir de nos frontières. On est à Paris, toi tu interviens uniquement dans un secteur, dans ton département, comment ça se passe ? Oui, alors quand j'ai débuté il y a 15 ans, on avait une compétence territoriale qui était au tribunal de grande instance. Donc je suis attachée à mon tribunal d'instance du 7e, de mon arrondissement, TGI de Paris, et aujourd'hui on a une compétence cour d'appel, donc cour d'appel de Paris. Donc ça élargit le périmètre puisque c'est Paris intramuros, mais aujourd'hui je peux aller dans le 93, dans le 94, dans le 77, dans le 91. Donc mon territoire s'est élargi. On commence doucement à y aller, mais bon, pour des raisons de pratique, de distance, on préfère travailler en réseau avec des confrères et s'échanger le travail. Tu peux choisir les confrères avec lesquels tu travailles ? Oui, on peut choisir les confrères avec lesquels on travaille, puisque sur une même compétence territoriale, normalement, on a plusieurs confrères compétents. Quand tu commences à t'écarter de la région parisienne, à aller en province, dans des provinces un peu plus reculées, c'est déjà plus difficile, puisqu'il y a comme on a les déserts médicaux, il y a aussi des déserts juridiques, et donc parfois, j'ai pas le choix du confrère avec lequel je travaille. Comment est-ce que tu es devenu huissier ? Est-ce que c'est un métier que tu as choisi quand tu étais enfant, ou est-ce que ça s'est révélé à toi plus tard ? Alors c'est vrai que j'ai choisi assez tôt, et ça surprend souvent quand on me le demande, parce que c'est pas un métier comme Petit Rat de l'Opéra où tu as une vocation assez jeune. Moi c'est arrivé je pense vers l'âge de 13-14 ans, parce que j'ai une cousine germaine de mon papa qui est elle-même huissier à Reims, et que je trouvais cette nana super, dynamique. Et ce que je trouvais extraordinaire, c'est qu'elle faisait un métier d'homme, dans un métier où à l'époque il y avait très peu d'hommes, puisque quand elle a été nommée très peu de femmes, pardon, quand elle a été nommée la 10e femme de France huissier. Donc début de l'adolescence, je trouvais ça extraordinaire de faire un métier d'homme, qui est peu de femmes, un métier qui paraissait dur d'exécution, un métier de justice, parce que c'était aussi dans mes traits de caractère, même enfant, j'aimais pas les injustices, j'aimais bien que les choses soient droites, donc je trouvais ça, voilà. Donc cette cousine qui est toujours huissier à Reims d'ailleurs, que j'ai régulièrement au téléphone, etc., ça a été vraiment la personne qui m'a donné envie de faire ce métier. Ce qui fait que dès 16 ans, quand j'ai eu l'âge de travailler, j'ai eu la chance que mes parents connaissent une principale d'études à côté de chez eux.
Donc j'ai commencé à 16 ans à faire des photocopies, à faire des cafés, etc. dans une étude à Chelles. Donc là, j'étais servie parce qu'en banlieue, le travail est quand même un peu plus difficile. Et donc j'ai commencé comme ça à travailler l'été. Et puis à 18 ans, quand je suis arrivée à la fac de droit à Paris, j'ai dit à ma vieille cousine, t'as pas un copain qui pourrait me prendre sur Paris parce qu'elle est à Chelles, etc. Et elle avait un copain d'école qui était rue des Canettes. Donc rue des Canettes, en étant à Assas, c'était quand même sympa. Et puis le quartier est quand même top. Donc j'ai commencé à travailler rue des Canettes. J'avais 18-19 ans, dans une superbe petite étude, dans une petite tourelle. C'était hyper mignon. Chez un ami de ma cousine qui est devenu, 10 ans après, mon associé. Voilà, donc j'ai commencé très jeune, ouais. La cousine dont tu parles, est-ce que tu la considères comme ton mentor ? Ah oui, oui. Et qu'est-ce que tu cherchais chez elle ? C'est quoi la relation que vous avez ? Qu'est-ce que la relation avec un mentor ? Tu as déjà, je pense, moi en tous les cas au début, une vision d'une personne plus mûre, avec de l'expérience, et puis ce qu'elle renvoie sur toi. Donc moi, ce qu'elle renvoyait sur moi, c'était ce côté dynamique, chef d'entreprise, j'ai ma boutique, j'ai mon personnel, on m'écoute, je fais mes trucs, je trace. Donc c'était vraiment c'était le côté qui m'attirait. Après, elle a été présente quand il a fallu, mais tu vois, je travaille pas avec elle, par exemple. Elle m'envoie pas ses actes, je n'envoie pas les miens. On a gardé chacune nos distances et on n'a pas eu les mêmes vies, puisque elle, aujourd'hui, elle a une soixantaine d'années, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfants. Donc, on n'a pas suivi les mêmes parcours familiaux. Elle s'est donnée à fond dans son boulot. Elle a eu que ça. Donc, ça m'a permis aussi, moi, d'avoir le recul et de me dire que, certes, j'avais envie de faire ce qu'elle fait, le métier qu'elle fait, mais je ne voulais pas avoir la même vie perso que ce qu'elle avait pu développer à côté. Donc ça m'a aidé aussi à concilier les deux. Elle est consciente que tu la considères comme ton mentor ? Ah oui, je pense. Qu'est-ce qu'un bon huissier, du coup ? Comment est-ce que tu analyses ces fonctions-là ? Quelles sont les compétences qui sont mises en œuvre chez un bon huissier ? Déjà, l'empathie, que ce soit avec son personnel, parce que c'est un métier qui n'est pas facile aussi pour les collaborateurs de l'étude, on se fait rarement féliciter pour ce qu'on fait. Les débiteurs, c'est pas évident. Et puis les clients sont pas toujours disent quand ils sont pas satisfaits, moins facilement quand ils le sont. Donc de l'empathie avec les gens avec lesquels on travaille, avec ses associés aussi, parce que métier pas facile, humain, il faut savoir composer aussi avec ses associés en fonction de la vie de chacun. Et puis bien évidemment avec les gens que l'on poursuit et les gens pour lesquels on travaille. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui mûrit avec l'âge. Au début, quand on commence, on n'en a pas trop. On trace, on se regarde moins dans ses actions. En vieillissant, par l'expérience, les retours de bâton qu'on a pu avoir une fois ou deux, on apprend l'empathie. Savoir aussi se remettre en question, se replacer, se recentrer, se rappeler d'où on vient, se rappeler l'éducation qu'on a reçue, ça aide. Enfin moi, en tous les cas, ça m'a aidé. Développer des compétences humaines, c'est pas toujours inné. Il y a des gens qui en ont plus que d'autres. Donc ça, c'est vraiment important. Regarder les gens avec qui on est, s'intéresser aux autres. Ça aide à comprendre. Donc ça, c'est des compétences plutôt humaines. Après, des compétences juridiques. À la fac, on est formé à une certaine intelligence juridique. Essayer de ne pas la perdre, ça change. C'est comme dans tous les métiers de proximité, de service. Les compétences juridiques, elles changent tous les jours, puisque les lois sortent, les décrets sortent. Il faut se tenir informé tout le temps. Ça, moi, je trouve que c'est pas très grave si on n'est pas au fait de ce qui sort. On a toujours des alertes, etc. Mais au moins savoir chercher, savoir développer. Et ça, c'est pareil avec l'expérience. On développe moi, ce que j'appelle une intelligence juridique, c'est-à-dire qu'on a le bon réflexe au bon moment. Donc ça, c'est des qualités qui sont importantes. Et puis après, plus au niveau vie perso, vie pro et organisation, ne pas avoir peur d'être flexible. D'être flexible et de s'adapter. Faut parfois un peu se faire violence en se disant bon allez, je passe, ça je ferai demain, donc il faut pas avoir peur de s'adapter
au quotidien, puisqu'on est dans un métier souvent d'urgence de dernière minute. Donc, quelqu'un qui va être très, très chronométré dans son travail, très organisé, peut ne pas bien vivre le fait d'être dérangé, etc. Donc ça, c'est aussi pareil. Ça vient avec l'expérience. Maintenant, j'accepte volontairement de m'arrêter sur une tâche et de passer à autre chose, de reprendre après. J'ai moins de scrupules à le faire. Donc voilà un peu les trois volets qui me paraissent importants. Et pendant tes études, j'imagine que c'est des études juridiques, donc vous apprenez de la technique juridique, vous apprenez des textes, vous apprenez la compréhension de ces textes-là. Et tu parlais d'intelligence pour se tenir au courant. Est-ce que ça, on vous l'apprend quand même? On vous apprend à rester curieux, à apprendre Les années fac, c'est quand même des années bachotage. Hein. Les premières années sont assez dures. C'est du par cœur. On apprend beaucoup de choses qui, quand tu as 18-20 ans, tu te dis bon, l'histoire du droit, etc., ça ne va pas me servir à grand-chose. On a tout de suite envie d'apprendre. Enfin, surtout que moi, je savais ce que je voulais faire. Donc, j'ai tracé mon profil juridique, j'ai choisi mes matières en fonction de ce que je voulais faire. Donc j'avais une vraie cohérence dans mon parcours. C'est-à-dire que j'avais des matières obligatoires, mais dès que je pouvais me raccrocher sur le cœur de métier, que je suis rentrée j'ai passé mon bac, je suis rentrée à la fac pour faire huissier. Je me suis pas cherchée en cours. Donc du coup, j'ai eu un parcours vraiment, vraiment droit, en choisissant des matières de procédure civile, loi d'exécution, des procédures droit de la famille, etc. Donc j'ai vraiment eu, je pense, un parcours intelligent dans mes choix pour aller au bout de ce que je voulais faire. Donc on a appris tout ça. Après, non, on n'apprend pas tout ce qui est milieu de l'entreprise, on n'apprend pas la comptabilité, on n'apprend pas les RH, on n'apprend pas la gestion financière d'une entreprise. Donc ça, c'est des lacunes que je traîne, qui au fur et à mesure de ma vie se comblent, mais qui, si je les avais eues dès le début, m'auraient permis d'aller plus vite. Et s'il y avait eu des cours sur l'empathie, ça t'aurait intéressé, ou à l'époque, tu n'avais pas perçu l'enjeu relationnel de ton métier? Si, ça m'aurait intéressé parce que ça m'aurait permis en amont de me préparer à certaines situations, d'analyser les choses humainement un peu avant, de voir qu'il y avait d'autres façons de vivre sa vie que la mienne, des traits de caractère, etc. Oui, ça m'aurait aidé, oui. Huissier, c'est un métier que j'imagine très collaboratif. Et est-ce que cet aspect de ton travail te demande des qualités particulières? Oui, alors déjà collaboratif avec... moi, j'ai un associé. Là, j'ai une jeune huissier salariée aussi, donc on est 3. Donc déjà, collaborer avec ses associés, c'est pas toujours évident. Tu as des différences de génération, des vies qui sont pas les mêmes, des emplois du temps qui sont pas les mêmes. Il faut échanger parce que tu as une entreprise, on a 20 collaborateurs. Donc obligatoirement, tu es en collaboration avec tes associés, avec tes salariés aussi. Il faut mettre les mains dans le cambouis, mais il faut aussi prendre de la hauteur et avoir une autorité sur eux. Donc j'ai toujours la sensation de doser cette collaboration avec eux, être proche, pas trop, beaucoup quand il faut mettre les mains dans le cambouis, avoir du recul quand c'est nécessaire. Oui, et puis avec les clients aussi. Aujourd'hui, on a des clients qui demandent de plus en plus de réunions, d'échanges, qu'on n'avait pas les premières années où j'ai commencé à travailler, où il y avait plus une frontière entre les métiers, alors qu'aujourd'hui, on travaille en commun, on fait de la formation chez les clients, on reçoit de la formation des clients, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années. Et la collaboration avec d'autres métiers, je pense à la police, je pense à des avocats. Est-ce que tu es amené à monter des groupes de réflexion, des groupes de travail avec d'autres professions? Alors, j'ai adhéré maintenant, il y a une quinzaine d'années, à un réseau d'avocats avec des cabinets dans les tailles de nos structures, de nos études. Qui est un réseau international, donc qui est en France, en Europe et un petit peu à l'international aussi, et avec lesquels on a des échanges. Donc on a fait des réunions de travail pour voir comment on pouvait développer le réseau entre nos professions.
J'ai fait adhérer des études d'huissier dans ce réseau d'avocats. Et bon, là, j'ai un peu lâché prise, j'ai laissé la place à d'autres confrères. Mais ça fonctionne bien avec les avocats. En étant là où je te reçois à l'UNAPL, ça démontre un petit peu aussi mon esprit interpro et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé parce que dans ces métiers, dans ces professions libérales, dans ces métiers de proximité, on a les mêmes vies et puis on travaille les uns pour les autres. Tu vois, les experts comptables, on a affaire ensemble dans notre quotidien et dans la gestion de nos clients. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai souvent eu à l'esprit et mis en œuvre. Ouais. Et avec les salariés, on parle beaucoup en ce moment du changement de leadership et de management pour aller plus vers du coaching ou d'autres formes de management. Est-ce que tu l'as senti ces dernières années, ce shift, ce changement en fait de mode de management? Alors, chez nous, on a 20 collaborateurs et on est sur trois générations. Ce qui fait qu'avec les anciens, il y a quand même encore l'image du patron, du père de famille, etc. qui gère. Après, avec ceux de ma génération, un rapport qui est différent. Ça commence à être un peu plus fluide. Et avec les plus jeunes, où là, c'est même très fluide, où on a un peu plus besoin de recadrer. Donc, du coup, tu es obligé un petit peu de tempérer en fonction des personnes que tu as en face de toi. Après, moi, j'ai un associé qui a toujours été très collaboratif et très proche de ses salariés au niveau humain, familial, boulot, qui arrive le matin, qui embrasse tout le monde, de la nouvelle à la plus ancienne, etc. Alors que moi, j'ai pas ce réflexe. Et donc, du coup, ça m'a poussé moi aussi à être comme ça. Mais ça a ses limites. Donc, je fais un peu le tampon. Donc, voilà, j'essaye d'équilibrer avec mon associé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une structure qui grossit. Quand je fais des entretiens individuels, je les fais aussi ici. Je me rends compte que c'est plus la même chose, que les gens demandent un donnant-donnant, ce qu'on n'avait pas il y a une quinzaine d'années, où on donnait des instructions, où elles étaient effectuées par les collaborateurs. Aujourd'hui, les gens veulent vraiment de l'échange et veulent du donnant-donnant dans ce qu'ils font et veulent vraiment pouvoir participer à la vie de l'entreprise. Tu as parlé tout à l'heure du fait que c'était un métier plutôt d'homme. Tu as même dit tout à l'heure le mot père de famille. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça devient un métier plus féminin? Alors aujourd'hui, on a dans les femmes installées un tout petit peu plus de 32% de femmes. Quand j'ai commencé, on devait être à peu près 18-20%. Donc ça se féminise. À l'école, notre école de procédure, qui est un petit peu le berceau des futurs confrères, on doit être, à mon avis, à 80% de femmes. On a une déperdition. Alors, elles passent l'examen, elles ont l'écrit assez brillamment. Quand elles passent l'oral, c'est déjà un petit peu plus compliqué. On a une déperdition de femmes. Ça, je ne sais pas me l'expliquer. Je pense qu'elles se vendent moins bien que les hommes. Ça, c'est assez démontré. Elles savent pas. Je pense que les hommes ont une autre façon de faire quand ils sont interrogés oralement. Parfois la sensation qu'ils vendent ce qu'ils n'ont pas, mais c'est pas grave. Alors que je le vois moi, au quotidien avec mes collaborateurs, la différence sur le sujet. Donc on a une déperdition. Et après, à l'installation, bien évidemment, quand elles sont en âge de s'installer, elles sont en âge de se mettre en couple, d'avoir des enfants. Et comme on a développé le salariat chez nous, elles basculent plus facilement dans le salariat que dans l'entrepreneuriat, parce qu'elles bénéficient de congés maternité, de congés tout court. Et pour la vie de famille, la conciliation de vie de famille et vie pro, c'est quand même plus facile. Mais bon, je ne perds pas espoir. On travaille notamment ici. On travaille en ce moment avec Marie-Pierre Rixin, qui est la députée en charge du congé maternité. Et on essaye de trouver des solutions pour permettre aux femmes d'être plus dans l'entrepreneuriat que dans le salariat. Donc ça va bouger. Après, les jeunes aujourd'hui n'ont pas non plus les mêmes envies que nous, on avait il y a une vingtaine d'années. Privilégient plus la vie de famille, les loisirs que le travail. Enfin, plus.
autrement. Et le fait d'être une femme dans ton métier, est-ce que c'est un atout? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir une approche différente en étant une femme? Alors, un atout, moi, quand je me suis installée il y a une quinzaine d'années, donc on était moins nombreuses, avec mes actions syndicales, je me suis retrouvée souvent avec beaucoup d'hommes. Donc du coup, j'ai été très gâtée parce qu'on prenait soin de moi, c'était très, très agréable. Aujourd'hui, ça l'est toujours. Ça m'aide dans mon quotidien, oui, parce qu'on est en binôme à l'étude avec un associé homme, donc ça permet des rebonds sur certains sujets, donc c'est bien. Dans le métier, dans le cœur de métier, au quotidien, ça m'aide, oui, parce que ça surprend. Ce qui fait que du coup, l'a priori de l'huissier, de voir j'allais dire jeune femme, moi je suis encore jeune, de voir une jeune femme arriver, souriante, voilà, ça apaise tout de suite le conflit, donc oui, ça m'aide. Et puis dans des situations un petit peu complexes, notamment dans des dossiers d'expulsion, quand il y a des familles, des femmes, des enfants, etc., je pense que je suis plus à l'aise que mon associé, qui là, pour le coup, lui, va peut-être être moins sévère que moi sur la situation, va être moins à l'aise. Moi, je vais peut-être être un peu plus dure, mais je sens que je vais savoir mieux viser et mieux aider. Lui, c'est pas qu'il va paniquer, hein, mais il aura tendance à donner des délais, à dire on se revoit. Il va avoir du mal à faire les choses. Bon, c'est son côté humain aussi. Hein. Je dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais voilà, moi je trouve que j'arrive plus à manipuler la situation et à me sortir de la situation que lui. Après, quand on fait des saisies, ce qui est souvent drôle, c'est qu'on parle à mon serrurier plutôt qu'à moi, tu vois. Tu tombes sur un commerçant, sur un artisan, etc., un gars un peu bourru, il va parler à mon serrurier. Et quand je lui dis c'est à moi qu'il faut parler, parfois ça leur plaît pas trop. Donc, mais bon, non, moi franchement, je pense que ça m'a aidé. Est-ce que tu pourrais me décrire le premier de tes succès professionnels qui te vient à l'esprit? J'ai pas vraiment une affaire entre guillemets qui a été un succès. J'ai un quotidien qui se ressemble, hein, avec des tâches obligatoires, etc. Mais je vais avoir un succès quand un client va être content parce que j'ai fait un très beau recouvrement dans un dossier qu'on pensait difficile, quand j'arrive à décrocher un rendez-vous pour des dossiers un petit peu particuliers, ou à mettre en relation des avocats entre eux pour sortir un dossier. Je me dis là j'ai été bonne. Ou alors simplement, tu vois, si j'en ai quand même un. C'est une expulsion d'une maman avec un enfant, une petite fille qui devait avoir 8-10 ans. Et quand je suis arrivée avec mon serrurier, quand on était en train d'ouvrir la porte, elle est arrivée avec sa petite fille qui rentrait de l'école. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Et puis, en fin de compte, on s'est posé, on a discuté, on a trouvé une chambre pour qu'elle aille se reloger. Je l'ai aidée à faire ses sacs. Enfin, ça s'est bien passé entre nous, entre elle et moi. En même temps, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un honnête intellectuellement. Elle savait que ça allait arriver, elle savait qu'il fallait qu'elle y passe. Elle a joué le jeu, j'ai joué le jeu avec elle. Donc c'est tout, on a déroulé le truc. Hein. J'ai descendu ses sacs, ses valises. Je me suis tenue à sa disposition pour venir réouvrir, pour récupérer des affaires. Et puis voilà, c'était mon quotidien. Je suis repartie en voiture, je suis rentrée au bureau. Et le soir, elle m'a envoyé un texto. Alors je vois le truc, je me dis, oh là, ça y est, qu'est-ce qui se passe, machin. Je vois mon téléphone. Elle m'a appelé. Je dis, bon, ça y est, mon truc qui s'était bien déroulé, en fin de compte, ça va être un caca, je le sens. Je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas tiqué que c'était elle. Et elle m'a envoyé un texto en me remerciant de ce que j'avais fait pour elle. Alors, je me suis dit, je la mets dehors avec une gamine de 8 ans. Je mets juste 2-3 affaires dans un sac poubelle parce qu'imagine-toi qu'on ne fait pas les trucs dans des valises bien faites, etc. Et en plus, elle me remercie pour ce que j'ai fait pour elle. Je me suis dit, bon, c'est que je ne suis pas si mauvaise que ça si j'arrive à, entre guillemets, retourner la situation. Et voilà. Donc ça a été, toi, des situations comme ça, je l'ai eu quelques fois. Ça, c'est des situations où tu te dis... bon, et mon associé l'a eu il n'y a pas longtemps, tu vois, pour une expulsion là dans le quartier, pareil, où le lendemain, la dame est venue en le remerciant. C'est quand même assez... Alors là, tu dis que tu fais quand même bien ton métier, c'est que tu arrives à te
pas te mettre dans la poche, mais à retourner la situation et à rendre service à quelqu'un auquel tu penses avoir foutu la vie en l'air, quoi. Donc ça, c'est quand même... C'est quoi le talent, du coup, que tu exerces ton c'est talent? l'empathie, ça. C'est l'empathie, c'est de pas écraser la personne. C'est de ne pas l'écraser, de l'écouter, enfin voilà, elle est pas victime, parce que parfois les gens sont pas raisonnables et se mettent dans des situations, mais la prendre comme une victime, comme une complice d'un système, un système, et puis d'accompagner vers une sortie, mais dignement. Donc de pas, jamais je porte de jugement. Jamais, quand j'ai des dossiers comme ça, je me permets de dire ah ben vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire ça. On connaît pas la vie des gens, on peut pas se permettre de. Donc je porte pas de jugement, je fais mon job, mais j'essaye de le faire avec dignité pour la personne qui est en face de moi, parce que je connais pas la réalité de sa vie. Voilà, donc ça, c'est des succès, parce que c'est humain, donc c'est des succès qui te touchent. Après, voilà, après, il y a des succès qui sont plus des succès de rentabilité, où tu décroches un client, tu rapportes un appel d'offres. C'est différent. Tu es aussi content, mais ça ne doit pas toucher la même partie du cerveau. Est-ce qu'il y a des compétences que tu aurais aimé avoir développées plus tôt dans ton parcours? Est-ce qu'il y a tu te révèles aujourd'hui certaines compétences ou certains talents et tu te dis c'est dommage, ça, si je l'avais développé plus tôt, ça m'aurait servi? Je pense que les compétences dont j'ai besoin aujourd'hui, je les avais, mais je ne savais pas les exprimer ou les utiliser. Je pense qu'on a tous au fond de soi, on sait, enfin moi je savais ce qu'il fallait que j'utilise, mais parfois je ne savais pas comment utiliser, j'osais pas, j'ose toujours pas d'ailleurs, peut-être sur certaines compétences les utiliser. Après c'est des traits de caractère. Comme quoi par exemple? Tu vois, l'autorité. C'est un truc où, alors tout dépend aussi de ton contexte d'entreprise, mais parfois l'autorité, je me dis de temps en temps au bureau, je devrais taper du poing sur la table, je devrais dire que ça doit être comme ça et pas autrement, mais je prends sur moi, je le fais pas, je laisse faire, et puis après coup je me dis non mais t'as eu raison, parce qu'en fin de compte t'aurais râlé, voilà, donc ça c'est un truc où j'arrive pas encore, avec les enfants à la maison et tout, j'y arrive bien, j'arrive bien, mais au boulot, parfois, je me dis, tu devrais être plus autoritaire, tu devrais être moins cool, tu devrais plus t'imposer. Je le fais très bien avec les clients, avec les débiteurs, mais avec mes collaborateurs, j'ai du mal parce qu'on est en petit comité, on est une vingtaine, c'est comme une famille. Et parfois, et en effet, ça peut être plus light. Parfois, je suis contente de les trouver un samedi matin quand on a un coup de bourre, etc. Donc, voilà, j'ai du mal encore à doser l'autorité, à m'imposer, parce que j'ai des gens qui ont l'âge quasiment de mes parents, j'ai des plus jeunes où j'ai pas envie d'être trop dur. Donc ça, j'ai encore du mal à doser je fais pas ce que je veux. Est-ce qu'il y a des situations dans ton métier que tu trouves difficiles, que tu trouves encore difficiles? Oui, alors gérer les relations, peut-être gérer les relations humaines déjà au niveau de l'entreprise, gérer des relations d'associés, de collaborateurs. Parfois, je sais pas jusqu'où je peux aller, j'ose pas aller trop loin, donc ça, je me sens pas toujours à l'aise parce que pas formée, tu vois, c'est ce qu'on disait au début. Je sais pas si la façon que je vais utiliser pour faire passer les choses va être la bonne, comment ça va être perçu, etc. Donc ça reste un peu... Alors plus dans le côté chef d'entreprise, je ne me sens pas encore bien, au bout de 15 ans, tu vois, pas bien à l'aise. Donc vraiment pour le management, où je sens que c'est pas encore ça. Après, non, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant sur les relations clients, les relations débiteurs. J'ose m'affirmer, j'ose dire non. Au début, je n'étais pas trop. Oui, on va faire. Maintenant, voilà, je sais tracer ma route sur les dossiers, m'imposer sur des choix de stratégie, de procédure, refuser des choses et tout. Ça, c'est bon, c'est acquis. Et je pense qu'en face, en plus, les clients me connaissent et reconnaissent cette compétence. Donc là-dessus, ça va. Non, où vraiment, je sens qu'il y a encore du boulot, c'est sur le management. Après, c'est aussi des tempéraments. Moi, tout ce qui est RH, c'est pas mon truc. Je préfère être dans la partie DAF, organisation, etc., que dans la partie humaine.
Tu disais le retour, on parle de moi, le retour qu'on fait de mon travail. C'est important pour toi qu'on te fasse des retours et qui te fait des retours sur ton travail? Oui, c'est important. Alors, c'est rarement en direct. C'est marrant. C'est toujours ou des collaborateurs qui me disent ah bah tiens, un tel était content, m'a dit que il était content de votre travail, ou un tel veut que ce soit vous et pas quelqu'un d'autre. Donc par force des choses, tu te dis qu'il est content de ton travail, ou par mon associé quand on parlait de moi, quand il croise des confrères, des clients, etc. Et qui me dit facilement les choses. Donc bah oui, c'est important parce que c'est quand même un investissement en temps, en compétences, et que tu as envie de bien faire les choses, et que souvent en plus on te dit plus facilement quand ça va pas que quand ça va. Ça c'est pareil, tu vois, c'est quelque chose au quotidien où je sais dire quand ça va pas. J'ai du mal à... Pour moi, quand ça va bien, c'est normal. Mais bon, c'est pour moi. Et j'ai du mal à dire à mes collaborateurs, je suis fière de vous, je suis contente de vous, c'est bien. Ça, c'est un truc, il faut vraiment que je me force. Qu'est-ce que tu cherches à atteindre pour toi dans ton expérience professionnelle ? Alors moi, j'ai toujours l'impression de faire tout pas à fond, à moitié. Donc mon objectif, ça serait le 100%, tout bien, pas avoir de retard, bien tout manager, enfin que tout soit parfait. Après, j'arrive quand même à avoir du recul et à me dire que les journées font que 24 heures et que c'est pas possible, et à me cacher derrière la conciliation vie pro, vie perso, et essayer d'avoir un équilibre. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette sensation de faire que des bouts de trucs. Bon, il paraît que c'est normal. Après, une ambition aussi, c'est tu vois, on est passé, quand je me suis associée, on était 6, aujourd'hui on est 20, entre deux on a déménagé, on a des projets de fusion avec d'autres structures où on passerait vraiment, on rajouterait un 0 encore au nombre de personnes présentes. Donc ça, c'est voilà, ça sera mon projet abouti, c'est quand j'arriverai avec les autres à finaliser ce projet et à avoir une belle boutique, comme j'aime à le dire. Tu disais que tu étais mobilisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu vois, j'imagine, de temps en temps des situations humainement compliquées, tu en as parlé. Comment est-ce que tu arrives à ne pas ramener ça chez toi et à concilier une vie pro, perso équilibrée, une vie de maman, de femme ? En fin de compte, je fais comme les enfants, je zappe. C'est-à-dire que je pars du bureau. Quand je pars du bureau, tu vois, mon bureau est toujours rangé. Je fais des piles, hein, mais voilà, je range mon bureau, j'éteins mon ordi, je ferme la porte de l'étude, je monte dans ma voiture, je mets ma radio, mon truc, et je passe tout de suite à autre chose. Je passe mes petits coups de fil perso, etc. Et rentrer à la maison, basta. Alors, j'éteins pas mon portable, mais je pense que j'ai ma façon d'être, de faire, à dégager vis-à-vis des gens qui pourraient me contacter, me déranger, m'appeler, etc. Un certain respect de mon emploi du temps, de ma personne. Alors j'ai des coups de fil, c'est jamais après 20h, 21h, faudrait vraiment, ça peut arriver, mais c'est exceptionnel. Mais j'ai su organiser mon entourage à ma façon d'être, et concilier les deux. Après, oui, je rentre, je passe à autre chose parce que tu as les enfants, tu as la maison, etc. Déjà, on ne fait pas le même métier avec mon mari, donc ça aide aussi. On parle d'autre chose. Bon, je ne te dis pas que toutes les nuits je dors bien toutes les nuits, parce que parfois, tu as des trucs qui reviennent. Tu dis, j'aurais dû faire ça autrement, etc. Mais j'arrive bien à couper et à passer à autre chose. Et puis, à dire que ce qui n'est pas fait le vendredi soir, ça attendra le lundi. Et ça m'arrive de revenir le week-end, etc. Mais volontairement, je ne me mets pas la pression, et puis tu vois, ça se passe. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui est tenté par le métier d'huissier ? Déjà de bien réfléchir, de bien regarder le profil, tu vois, de ce qu'on disait au début quand tu m'as demandé d'expliquer le métier, de bien voir que le cœur de métier lui plaît. C'est important que le cœur de métier lui plaise, qu'il est prêt à donner de son temps, à pas compter ses heures, même si moi j'arrive dans mes journées à faire des trucs perso, mais qu'il ait en tête qu'il faudra qu'il soit disponible,
d'être rigoureux, de rien laisser au hasard. Déjà, on a un stage qui permet de prendre un peu la température, mais quand tu es en stage, tu n'es pas dans le quotidien du métier. D'avoir bien à l'esprit qui sera patron, qui sera chef d'entreprise, qu'il aura des obligations vis-à-vis de ses collaborateurs en disponibilité, en plage horaire, et puis qu'il aura à gérer du personnel. Ça, c'est important. Et avoir cette empathie dont on parlait au début et cette flexibilité, cette adaptation. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Tu interviens dans des écoles, tu donnes des cours? Je fais un petit atelier de professionnalisation à Assas à Paris 2. Où on me demande en une dizaine de séances d'1h30 d'expliquer mon métier. Et tu vois, là, pour la première fois cette année, je leur ai fait une enquête de satisfaction. Je leur ai dit, voilà, vous mettez en plus, en moins ce que vous avez apprécié. Ce que j'avais jamais fait avant, alors que ça doit faire la 5e ou 6e année que je le faisais. Mais parce que je sentais que, moi, ça commençait à... Voilà, j'avais fait le tour, expliquer ce que c'est qu'une saisie, qu'un huissier, qu'un compte bancaire, etc. Ça commençait à tourner un peu en rond et j'ai voulu savoir ce qu'ils en pensaient, en sachant que j'ai pas toujours les mêmes étudiants. Et là, c'était marrant parce que dans le plus, c'était... oui, les anecdotes, on adore. Alors ça, ils adorent quand tu racontes le constat d'adultère, quand tu racontes la saisie contrefaçon, les trucs un peu pétillants, ils aiment bien. Quand tu fais trop de juridique, ils aiment beaucoup, beaucoup moins. Et en fin de compte, ils me réclamaient de l'échange, alors que moi, j'avais l'impression de leur donner de l'échange parce que je leur disais simplement est-ce que c'est clair pour vous, etc. Donc je pense que du coup ça va me donner l'occasion l'année prochaine de travailler autrement ce petit atelier. Donc ça j'aime bien faire parce que c'est sympa, j'aime bien donner envie, donc et ça fonctionne puisque tu vois, j'ai une petite stagiaire qui était en cours avec moi il y a 2 ans que j'ai récupérée là et donc je me dis que voilà, au moins elle est en connaissance de cause chez moi. Quelle évolution vois-tu dans le métier d'huissier? Est-ce que c'est envisageable de voir des robots ou qui vous accompagnent ou qui vous remplacent dans le futur? Alors, on commence à travailler depuis quelques mois, après avoir vu le boulot fait par les avocats, sur l'intelligence artificielle. On s'interroge sur toutes ces nouvelles techniques qu'on ne connaît pas du tout. On se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir dématérialiser, déporter, qu'en fin de compte, tout ce qui est plus ou moins paperasse administratif, on va pouvoir non pas s'en échapper en restant au contrôle, mais être moins les mains dans le cambouis sur ce type de tâches. Après, on a aujourd'hui des automates d'appel, de rappel, on met en œuvre des campagnes de SMS, etc. pour bouger un peu les débiteurs et donc on industrialise déjà une partie de notre métier. Par contre, on est quand même un métier de proximité. L'expulsion, c'est manu militari, donc il faut être là. Et toute l'empathie dont on parle depuis le début, je ne suis pas persuadée qu'un jour, elle puisse être diligentée par un robot. Donc on a des tâches qu'on va pouvoir déporter, on va pouvoir se concentrer sur d'autres tâches et on va surtout pouvoir développer nos études qui étaient quand même... moi, quand j'ai commencé, on travaillait à la main. C'est les coups de tampon, on faisait des coups à la main, etc., de la compta à la main. On va pouvoir passer à des choses un peu plus industrielles et puis être vraiment dans le monde de l'entreprise. Ça va apporter de l'efficacité? Oui, ça va apporter de l'efficacité, ça va optimiser les process, ça va un petit peu industrialiser certaines tâches et ça va surtout nous permettre de se mettre à niveau du monde de l'entreprise où on a longtemps été entre guillemets des gras de papier. Aujourd'hui, on va pouvoir être un peu plus fiers de notre métier. Tu vois, il y avait quand même toujours cette tendance dans nos professions un peu poussiéreuses de nous voir comme des simples exécutants, à mettre des coups de tampon, à faire des signatures. Je pense que ça va, oui, un petit peu redorer la profession et montrer qu'on peut être aussi des entrepreneurs, ouais. Et vous laissez du coup une part de temps peut-être plus intéressante à consacrer parce que l'automatisation, l'industrialisation sera laissée
au digital. Oui, tu vois, aujourd'hui, on dématérialise certains de nos actes. Par exemple, les saisies de comptes bancaires, on développe avec les banques des process de dématérialisation, ce qui nous permet de ne plus nous rendre sur place dans la banque avec des clés, des principes de signature électronique sécurisés, etc., de gagner du temps en transport, en manutention, et de pouvoir en effet développer nos structures et de travailler tout ce qu'on n'a jamais pu travailler. Le marketing, là, on vient de faire un séminaire sur ça, le marketing de notre marque, travailler sur l'intelligence artificielle, sur le management, etc. On a, il y a une quinzaine d'années, travaillé sur la certification. On a fait certifier nos structures. Enfin voilà, ça va nous laisser du temps pour vraiment développer l'esprit d'entreprise de nos structures. On arrive à la fin de l'entretien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Plein de choses. De réussir les projets qui sont en cours, de continuer à faire évoluer la boutique pour qu'elle devienne non pas une entreprise du CAC 40, mais une belle boîte, quoi. Voilà. Bravo et merci de nous avoir révélé son côté entrepreneurial. C'était intéressant. Merci beaucoup, Estelle. Merci, Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. HLX conçoit et met en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à écrire un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt pour de nouveaux épisodes.